Bonsoir à toutes et tous. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. Merci à nos intervenants d'être là. Je suis Vanessa Barbier, je suis formatrice et facilitatrice et membre des Shifters de Savoie. Alors, qui sont les Shifters ? Les Shifters, c'est une association qui regroupe 27 000 bénévoles qui se forment, s'informent, contribue et diffuse les travaux du Shift Project, dont vous avez sûrement entendu parler. Le Shift Project est également une association qui est présidée par Jean-Marc Jancovici, qui a pour mission d'éclairer les débats autour des enjeux énergie-climat par des publications, des rapports, comme par exemple le plan de transformation de l'économie française, ou des rapports de décarbonation sectorielle ou de résilience de décarbonation des territoires. The Shift Project s'est également associé à l'ADEME et à Negawatt, à l'association Negawatt, pour proposer la plateforme Comprendre 2050 pour décrypter les scénarios de transition. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les Shifters, le Shift Project ou la plateforme, n'hésitez pas à visiter les sites. Et pour les Shifters, vous pouvez bien sûr rencontrer les groupes locaux. On a Annecy qui est assez présent ce soir, je crois. Vous pouvez lever la main, les Shifters d'Annecy. On a aussi les Shifters de Savoie qui sont là dans la salle. Voilà, vous pouvez nous rejoindre dans les différents groupes locaux des territoires. Alors, je vous propose maintenant de rejoindre nos invités. Alors, Claire, Arnaud, Amélie, bienvenue. Merci d'être là. Avant de vous donner la parole un petit peu plus en détail pour nous éclairer sur le sujet de la soirée, je vais vous demander qui vous êtes, tout simplement. Claire, est-ce que tu peux te présenter ? Donc moi, je suis Claire Portier, je suis maître de conférences en droit public à la faculté de droit à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et dans mes recherches, je travaille en droit international public et notamment en droit international de l'environnement et aussi droit interne de l'environnement. Voilà. Merci. Alors, est-ce que tu peux peut-être passer le micro à Arnaud ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Carré, je suis maître de conférence, donc enseignant-chercheur ici, parmi les 800 collègues de l'USMB. En psychologie, je travaille plus spécifiquement sur la compréhension des déterminants, y compris environnementaux, de la santé mentale et des mécanismes individuels psychologiques de la santé mentale, comme ce qui relève par exemple de nos pensées, nos cognitions, la régulation de nos émotions, ou bien encore les comportements, l'étude des comportements que nous adoptons dans différents contextes. Voilà. Merci Arnaud. Bonsoir à tous, merci beaucoup aux Shifters pour l'invitation. Donc moi je suis Amélie Deloche, consultante en communication et influence responsable et je reviendrai après sur la définition de l'influence. Et j'ai notamment cofondé un collectif qui s'appelle Paye ton influence et qui a pour objectif d'aller un peu réveiller les influenceurs sur leur impact écologique, leur faire prendre conscience de leur responsabilité écologique. Et on fait aussi pas mal de plaidoyer justement avec les pouvoirs publics, avec des associations aussi comme les Shifters pour faire en sorte de faire un peu évoluer le cercle de l'influence sur les questions écologiques. Alors, vos trois expertises complémentaires vont nous éclairer sur le thème de cette soirée qui va se dérouler de la façon suivante. Après le partage d'expertise de notre trio, on va avoir un premier temps d'échange avec la salle. Vous pourrez déjà poser un premier temps de questions à ce moment-là. Puis nous accueillerons nos témoins, Gaëtan, Patrick et Shabnam, avec un regard aussi sur ce thème de l'information et de la communication environnementale, avec une approche aussi en lien avec notre territoire. Et puis, ce sera un nouveau moment de vous passer le micro pour des échanges avec vous, avant de donner le mot de la fin à nos 6 intervenants, et puis à remercier les participants. Alors, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. On est tous confrontés, on est tous exposés
à des informations environnementales de façon volontaire, involontaire, consciente, inconsciente, entre désinformation, mésinformation, fake news, comme on l'a vu dans le titre. C'est pas toujours évident de s'en sortir et de bien s'informer. À la base de ces enjeux-là, il y a peut-être une question de droit, et si l'information environnementale était un droit, et si c'était aussi un enjeu de démocratie. En tout cas, c'est les éclairages que Claire va nous apporter maintenant. Merci Claire. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Vous m'entendez ? Parfait. Alors, donc, bonjour à tous et à toutes, et merci au Shifter de Savoie pour l'invitation. Donc, je suis ravie d'intervenir devant vous aujourd'hui pour évoquer un sujet qui, je crois, est d'une actualité brûlante, puisqu'il n'a pas seulement préoccupé les organisateurs de cette table ronde. Vous l'avez peut-être remarqué, mais le 10 avril dernier, le Nouvel Obs sortait son numéro hebdomadaire consacré à la désinformation climatique. Et si ce numéro a particulièrement attiré mon attention, c'est qu'il met en lumière, notamment à travers une interview de Valérie Masson-Delmotte, qui est ancienne coprésidente du GIEC, le lien inextricable qui existe entre crise climatique et crise démocratique. Car voyez-vous, l'enjeu de la transition écologique, c'est pas seulement de contraindre des choix individuels que de reconstruire aujourd'hui un débat public qui soit exigeant, inclusif et nuancé sur le climat, un débat qui permet de penser collectivement des choix structurants pour l'avenir, mais qui, on le constate, s'épuise un peu sur le joug d'informations quelque peu erronées quant à la situation environnementale à laquelle fait face notre société. Et donc, c'est dans cette intersection entre crise climatique et démocratie, crise démocratique même, que s'insère le droit relatif à l'information environnementale, en ce qu'il conditionne la capacité des citoyens à comprendre les enjeux économiques, politiques, à participer aux décisions qui les concernent directement. Et c'est aussi à cet égard que le droit montre aujourd'hui quelques limites qui obligent à repenser la régulation de l'information, ou même, je dirais, de la désinformation en matière environnementale. Et donc, je vous propose d'exposer en quelques minutes ces différents aspects, notamment en commençant par cette question fondamentale du droit à l'information en matière environnementale. Donc, le droit à l'information en matière environnementale, il résulte du constat selon lequel l'environnement appartient à tous. Il constitue, et je reprends là les mots de la Charte de l'environnement, sur laquelle je reviendrai après, le patrimoine commun des êtres humains, ce qui signifie que chacun doit pouvoir accéder aux données disponibles sur l'état de l'environnement et être partie prenante au débat sur les décisions relatives à sa préservation. Ce sont ces deux idées qui illustrent le droit à l'information et le principe de participation, deux principes qui se situent donc au cœur de l'action environnementale et qui sont étroitement liés, car si le premier, le droit à l'information, tend à assurer l'accès des citoyens aux données environnementales disponibles, l'autre oblige les autorités publiques à associer le public aux décisions qui ont une incidence sur l'environnement. Ces deux principes sont donc liés par la même finalité, celle de promouvoir une démocratie environnementale. En effet, c'est un schéma somme toute assez logique. L'information alimente la participation et la participation suppose une information préalable. Ensemble, ces deux principes permettent donc de faire du citoyen un acteur éclairé de la préservation de l'environnement et permet réciproquement une action publique plus transparente, mieux comprise, plus acceptée et donc plus efficace. Ainsi, l'idée que les avancées en matière de préservation de l'environnement seraient indissociables des progrès de la démocratie environnementale a conduit à consacrer très tôt un droit à l'information. Dès la déclaration de Stockholm de 1972, qui est le premier sommet mondial sur l'environnement, il a ainsi été souligné l'importance d'une information de masse tournée vers une éducation aux problématiques environnementales. Lors de la déclaration de Rio, en 1992, qui a conduit à la consécration du concept de développement durable sur la scène internationale, on précisait les contours de ce droit à l'information en réaffirmant l'importance de cette sensibilisation pour la participation du public au processus de décision.
Et bien que ces deux déclarations n'aient qu'une valeur symbolique, on dit en droit que c'est de la soft law, du droit souple, les intentions qu'elles exposent ont, elles, été traduites dans des textes contraignants. Ce droit à l'information, on le retrouve donc formulé dans la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques, à l'article 6, qui encourage les États à favoriser l'accès à l'information et l'éducation du public en matière de changement climatique. Et surtout, il a été l'objet d'instruments plus généraux permettant d'encadrer l'exercice de ce droit à l'information. Alors, il en va ainsi de la Convention d'Aarhus de 1998 qui porte sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement à laquelle la France est partie, ainsi que l'Union européenne, ce qui explique également que le droit de l'Union européenne se soit saisi de cette question. En témoigne notamment une directive de 2003 qui concerne l'accès du public à l'information en matière d'environnement. Et si ces instruments ont fortement influencé le droit français, il faut également surtout noter que ce droit est aujourd'hui consacré dans le Code de l'environnement, mais surtout dans la Charte de l'environnement, qui bénéficie depuis 2005 d'une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire qu'en droit interne, c'est un texte qui a valeur suprême, dans ce sens que toute loi ou tout acte réglementaire qui contreviendrait à la Charte de l'environnement pourrait être invalidé par le Conseil constitutionnel. Et donc l'article 7 de la Charte de l'environnement dispose que toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Cet article 7 est utilement complété par l'article 8, dont la portée en droit est un peu plus imprécise, qui dispose que l'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente charte. Donc l'étude de l'ensemble des textes internationaux européens ou de droit français révèle l'existence d'un droit à l'information qui se décline aujourd'hui sous deux formes. La première forme, la plus classique, la forme passive du droit à l'information, est celle qui permet à toute personne d'obtenir sur simple demande les informations sur l'environnement détenues par les personnes publiques dans les conditions définies et les limites définies par la loi. La seconde forme du droit à l'information, qui est une forme active et qui découle davantage du droit européen, s'appréhende comme l'obligation pour l'administration, voire parfois certains exploitants, de fournir l'information de manière spontanée, sans que l'administré ait à en faire la demande, et de produire de l'information alors que celle-ci n'existe pas, afin de la mettre à disposition du public. Elle suppose donc une obligation de collecter, d'élaborer et de diffuser l'information. Un exemple de cette obligation concerne par exemple dans le droit de l'environnement la pollution de l'air. Le Code de l'environnement prévoit de manière détaillée une obligation d'information à la charge de l'État qui est garant de l'exercice de ce droit, de sa fiabilité et de sa diffusion. Le public peut ainsi connaître l'état de l'atmosphère, l'origine des pollutions, l'état de santé des populations, etc. En droit français, on a aussi toute une série, et en droit européen, toute une obligation d'information qui peut peser, qui est au bénéfice du consommateur, par exemple, des obligations d'étiquetage environnemental qui visent à apporter au consommateur toute une série d'informations: émissions de gaz à effet de serre, atteinte à la biodiversité, réparabilité, indice de réparabilité des produits, ou informations relatives de manière générale aux impacts environnementaux des biens et services qu'ils consomment. Un autre domaine dans lequel, c'est à droite sur le slide, un autre domaine dans lequel émerge également, existe ce droit à l'information, c'est le domaine des droits de l'homme. Le domaine des droits de l'homme, où en droit européen, le principal acteur reste la Cour européenne des droits de l'homme. Sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est relatif à la liberté d'expression, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la contribution au débat d'intérêt général d'informations qui sont relatives à l'environnement pouvait justifier un renforcement des droits de ceux qui communiquent ces informations. Mais davantage, le droit à la liberté d'expression englobe, en droit européen des droits de l'homme, la liberté de recevoir et de communiquer des informations. Or, la Cour a souvent refusé de reconnaître
hors circonstances particulières, une quelconque obligation générale de collecte, d'élaboration ou de diffusion d'une information qui pèserait sur les États. Mais elle a toutefois considéré, et notamment à l'occasion d'une affaire portée contre la France concernant l'enfouissement des déchets radioactifs en couche géologique profonde, que ce droit à l'information, lorsqu'il est légalement prévu, ce qui est le cas en France, se trouverait vidé de sa substance si l'information fournie était insincère, inexacte ou insuffisante. Dans d'autres cas, c'est sur le terrain du droit à la vie privée et familiale et la protection du domicile, voire du droit à la vie, que la Cour européenne des droits de l'homme a choisi de faire peser sur les États une obligation de diffusion de l'information du fait de l'incidence directe d'émissions nocives ou d'exposition des individus à des risques industriels. Il ressort donc de tout cela que l'existence incontestable d'un droit à l'information en matière environnementale, qui trouve sa source dans ces divers instruments et qui se décline de multiples manières. Et pour autant, ce droit montre aujourd'hui ses limites, du moins c'est l'analyse que je pourrais en avoir, notamment à l'endroit de la lutte contre la désinformation en matière environnementale. Aujourd'hui, le droit à l'information environnementale fait l'objet de beaucoup de critiques dans le droit de l'environnement, mais le plus souvent, ces critiques sont plus liées au fait que certaines informations environnementales seraient soustraites de ce droit parce qu'elles porteraient atteinte à la protection de certains intérêts publics et privés, et donc du coup sortiraient du champ d'application du droit à l'information environnementale. Mais quand on s'intéresse à la question des fake news, la limite la plus importante que j'identifie moi dans ce droit à l'information, c'est qu'il pèse principalement sur les autorités publiques et qu'il ne s'exerce que dans les conditions et les limites définies par la loi. Il en résulte que ce droit à l'information en tant que tel est très difficile, voire il serait impossible, de l'opposer à des personnes privées qui seraient responsables de désinformation climatique. Alors la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est de se dire, est-ce qu'on n'a aucune appréhension juridique finalement, aucune appréhension juridique de cette question de la désinformation en matière environnementale. Alors, pas vraiment, on a quand même certaines avancées qui doivent être soulignées. La première, on peut la retrouver dans le droit de la consommation. Avec la loi Climat et Résilience de 2021, le greenwashing a par exemple été explicitement reconnu en France comme une pratique commerciale trompeuse. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, il est interdit aux annonceurs d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou formulation équivalente, sans respecter un cadre précis. Il est également interdit de faire figurer sur les emballages ou les produits, ou ainsi que dans les messages publicitaires, des allégations environnementales génériques comme biodégradables, respectueux de l'environnement, ou toute mention équivalente qui sont régulièrement employées de manière trompeuse pour le consommateur. Et surtout, et là c'est un terrain sur lequel je me suis aventurée pour aujourd'hui, c'est dans le droit de la presse et des communications que l'on commence à trouver des outils pour lutter contre la désinformation. Mais ce droit est particulièrement riche et complexe et fait montre de la difficulté de parvenir à concilier lutte contre désinformation et liberté d'expression. Ainsi, en droit français, la diffusion de fausses nouvelles est une infraction pénale. C'est ce que prévoit de longue date la loi sur la liberté de la presse de 1981. Mais cette interdiction, elle reste particulièrement encadrée puisque pour être sanctionnée, il est nécessaire que la désinformation ou la fausse nouvelle ait été faite de mauvaise foi et qu'elle était de nature à troubler l'ordre public. Ces deux conditions constituent donc des obstacles importants pour contrer l'auteur de l'infraction. En 2018, on a également beaucoup parlé de la loi relative à la manipulation de l'information ou la loi fake news. Mais cette loi, elle a surtout été adoptée dans le but de protéger la sincérité du scrutin en période électorale en obligeant les opérateurs de plateformes en ligne à une certaine transparence sur leurs relations commerciales ou en établissant une procédure qui permet, dans les 3 mois qui précèdent une élection générale, la cessation de fausses informations sur des services de communication au public en ligne. Parce que ces informations seraient de nature à altérer la sincérité du scrutin. Elle ne permet donc pas directement de protéger l'information environnementale. On a aussi des normes qui existent au niveau européen, des codes de bonne conduite à destination des acteurs du numérique. Récemment, l'Union européenne a adopté le Digital Services Act, qui est un règlement qui vise à la responsabilisation des plateformes en ligne. Mais là encore, les dispositions ne visent pas spécifiquement,
en fait la question environnementale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Récemment, en fait, et malheureusement, petit oubli de ma part, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint, pour la première fois, sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, notamment qui confère un grand rôle à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, pour la première fois, une sanction a été adressée à l'encontre d'une chaîne de télé pour désinformation climatique et plus exactement pour climato-sceptisme. Il y a également une chaîne de radio qui a été mise en garde aussi parce que des propos qui avaient été tenus venaient contredire ou minimiser le consensus scientifique existant sur le dérèglement climatique par un traitement manquant de rigueur et sans contradiction. Alors comment l'ARCOM peut faire cela ? Eh bien tout simplement parce que son but c'est de garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent et de veiller au respect des conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision et de radio. Ce qui signifie que sur le fondement de la loi de 86, l'éditeur doit veiller au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier en assurant l'expression de différents points de vue par les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne. En l'occurrence, la chaîne de radio comme la chaîne de télé n'avait pas suffisamment offert un débat contradictoire sur la question du climat. Alors aujourd'hui, la loi de 86 ne prévoit pas explicitement de dispositions sur la question environnementale. Néanmoins, depuis novembre 2024, un projet de loi a été déposé dans l'Assemblée nationale dont le but serait justement de renforcer le rôle de l'ARCOM pour contrôler les informations en matière environnementale et lutter contre la désinformation environnementale, mais également promouvoir les propos environnementaux sur les chaînes de télévision et également sur d'autres plateformes de communication. Voilà. Affaire à suivre donc. Merci. Merci beaucoup Claire de nous rappeler nos droits de citoyens, d'accès à l'information, à une information environnementale. Alors qu'elle soit rejetée ou entendue, l'information sur le changement climatique n'est pas toujours associée à un changement de comportement. Et quand ceux-ci ont lieu, est-ce qu'ils sont durables ? Comment expliquer cela ? Quelles sont les pistes aussi pour améliorer la portée des messages, pour changer les pratiques ? La recherche en psychologie a probablement quelques clés de compréhension à nous apporter et je pense qu'Arnaud va pouvoir nous éclairer sur ces pistes. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de pouvoir échanger quelques mots avec vous. Évidemment, quelques pistes, quelques éléments. Ce que je vais vous proposer à présent, c'est une certaine base sur ce que l'on a comme travaux à l'heure actuelle en psychologie, particulièrement ceux sur lesquels on s'appuie ou ceux que l'on développe à l'université Savoie-Mont-Blanc pour pouvoir nourrir ensuite un temps d'échange avec vous si vous le voulez bien. Alors, quelques informations importantes parce que ce qui nous réunit, c'est le titre de la soirée, c'est le déni dans le domaine. Mais voyons quel est l'état des lieux quand il s'agit de parler de l'impact que les messages d'information, que la connaissance de la situation peut avoir sur les individus. Eh bien, alors il y a plein de chiffres et je ne ferai pas le tour de toutes les études, mais pour prendre les éléments sur lesquels on peut assez fréquemment se baser, 60% des personnes de moins de 45 ans seraient émotionnellement impactées par le changement climatique, par la conscience du changement climatique. Et quand on regarde, généralement, on est aux alentours même de 50% des individus qui vont déclarer avoir au quotidien des comportements qui ont changé. Donc il n'y a pas juste le fait d'être émotionnellement peut-être embarqué par la problématique. La manière d'agir, la manière de se comporter, elle aussi varie. Et puis, on va s'intéresser à ce sujet qui est celui de l'impact de l'information sur le changement climatique, sur le fonctionnement psychologique ou sur la santé mentale, pour prendre un autre terme. Et là, on se rend compte qu'il y a une diversité de qualificatifs de la situation et des états. Alors, je vous ai reproduit ici
un nuage de mots qui est fait par une équipe de recherche et un article ici publié par Kofi et collaborateurs, et qui peut-être expose des termes que vous avez déjà vus et entendus par ailleurs. L'anxiété face à la crise écologique, l'éco-anxiété, l'anxiété climatique, donc là c'est la manifestation que l'on peut avoir avec des émotions assez intenses lorsqu'il s'agit de prendre conscience ou d'être confronté aux effets du changement climatique ou à la peur de leur survenue, donc des aspects anticipatoires. La douleur face à la dégradation de son lieu de vie, avec un terme solastalgie, construit un peu construit un peu beaucoup d'ailleurs, on retrouve la même base que la nostalgie, mais là c'est la solastalgie, et donc c'est la douleur liée à la perte d'un environnement tel qu'on ne le connaîtra probablement plus, ou bien encore la détresse face à la dégradation de l'environnement. On se rend compte qu'il y a une multitude de termes qui vont refléter l'impact qui peut être exercé en termes de santé mentale et de bien-être sur les individus. Pour autant, on indique que c'est un phénomène majeur, avec en particulier les plus jeunes au sein de la population qui souffrent émotionnellement de cette dégradation sur laquelle on a a priori assez peu la main. On ne change pas facilement le cours des choses sur ce type de questions. Mais regardons, 37% des personnes doutent de l'impact humain sur le changement climatique. Ça, c'est une donnée que l'on retrouve au fil de plusieurs études. Il semblerait d'ailleurs qu'elle ait tendance à augmenter un petit peu sur des derniers recueils ou dans certains pays. Alors, si vous vous posez la question de comment on se situe, en fait, dans cette enquête menée par Ipsos pour EDF et repris par la Fondation Jean Jaurès, il y a une première question qui est vous-même, diriez-vous que nous sommes en train de vivre un changement climatique? Donc vous avez évidemment des personnes qui peuvent répondre non. Pas plus que ce que, a priori, on entend dans certains médias, de manière peut-être erronée visiblement, mais on sait que c'est erroné, sur le fait qu'il y a déjà eu des événements comme ça, que c'est une non-information, qu'au Moyen-Âge, il y a déjà eu des choses reportées avec beaucoup de biais, on pourra y revenir. Et donc, chez les personnes qui vont répondre par l'affirmative à la perception d'un changement climatique, question suivante, et concernant ce changement climatique dont on entend parler, diriez-vous qu'il est principalement dû à l'activité humaine, qu'il est principalement dû à un phénomène naturel ou qu'on ne peut pas savoir? Donc vous voyez, au global, il y a quand même une certaine proportion, 63%, de personnes à l'échelle internationale qui vont attribuer ce changement climatique à l'échelle humaine. Et si vous cherchiez la France, ça se situe donc à peu près au milieu. Pardon, il y avait une petite animation, c'est pas grave. On est à peu près au milieu. On est dans une sorte de moyenne. On signale qu'il n'y a que finalement assez peu de pays qui font entre guillemets pire que nous sur cet élément que les experts ont rattaché en fait à la notion de climato-scepticisme. Alors, ce que l'on sait, c'est que sensibiliser les individus aux comportements pro-environnementaux, alors les comportements pro-environnementaux, c'est le terme qu'on va employer notamment dans le champ de la recherche et des interventions en psychologie, c'est peut-être plus globalement quelque chose qu'on peut aussi qualifier d'éco-geste, eh bien, ça participerait à préserver son environnement, vous me direz c'est le but de ce type de geste, mais aussi à préserver sa santé mentale. Et ça, c'est une notion aussi importante que je voudrais aborder rapidement avec vous. Pourquoi ? Parce qu'il peut être facilement opposé que parler du changement climatique, parler de la dégradation du climat et de la planète, c'est une information qui potentiellement peut être impactante émotionnellement, qui peut faire souffrir. Et à ce titre, on pourrait se dire que vaut mieux peut-être ne pas en parler pour ne pas faire souffrir les gens.
si vous me permettez l'expression, la stratégie de la poussière sous le tapis n'est pas la plus efficace, d'autant plus quand on est face à des phénomènes auxquels on ne peut pas échapper. Et il y a des phénomènes auxquels on ne peut pas échapper, et il y a des informations sur des phénomènes auxquels on aura peut-être un peu plus de mal à échapper, notamment quand vous êtes sur des territoires où, admettons, des territoires, je ne sais pas, au hasard de montagne, où vous auriez une activité économique, une activité touristique, vous auriez des paysages qui se transformeraient, où on se dit tiens, il se passe quelque chose, ou d'autres territoires qui peut-être sont un peu moins savoyards, où il s'agit de voir la montée des eaux et de voir des paysages totalement se reconfigurer. Voilà, pour ne prendre que ces exemples-là, il y a des endroits où on est davantage exposé. Donc, ne pas en parler ne règle pas le problème, voire accentue un sentiment de détresse, un sentiment d'inconfort. Et ce qui a pu être identifié, c'est que sensibiliser aux comportements pro-environnementaux, eh bien, ça peut aussi participer à protéger la santé mentale par un mécanisme qu'on tend à mieux comprendre, qui est celui de la diminution du sentiment de perte de contrôle, qui est en fait le fait de réduire la forte perte de contrôle qui génère un haut niveau d'incertitude et qui est quelque chose qui participe au niveau d'anxiété. Là, on reprend le contrôle même par les petits gestes du quotidien. Et à ce titre, puisqu'on parle beaucoup des sujets jeunes, quelques études, ça nécessite d'être largement répliqué. Attention, faisons toujours attention à cet aspect-là. Est-ce que des études ont été répliquées et sont suffisamment robustes, suffisamment solides? Mais quelques études indiquent que chez les sujets jeunes, c'est vraiment important parce que ça diminuerait leur anxiété et ça améliorerait la confiance intergénérationnelle en disant tiens, il y a quand même par exemple des personnes qui sont impliquées dans l'accompagnement des jeunes générations, en premier lieu les parents ou bien le milieu de l'éducation, qui montrant les bonnes manières de fonctionner, eh bien participeraient à montrer qu'il y a quand même une solution, qu'il y a quand même un engagement et qu'on peut chacun à son niveau essayer d'agir. Alors, un très gros travail fait récemment à chercher à étudier l'impact des interventions les plus courantes et à voir quels étaient leurs effets. Et ce qui ressort de cette étude de grande envergure internationale, c'est que l'efficacité des interventions est assez hétérogène. Toutes les interventions ne se valent pas pour essayer d'améliorer la problématique, par exemple, de détresse liée à la conscience du changement climatique, et que non seulement toutes les interventions ne se valent pas, donc ça veut dire qu'il faut probablement bien choisir un type d'intervention en fonction d'un contexte, en fonction d'une culture, en fonction de caractéristiques individuelles ou groupales ou sociales des individus, et puis que l'effet parfois est même assez faible, et puis on se rend compte que non seulement c'est hétérogène et c'est assez faible, mais chez des personnes qui sont déjà prêtes à s'engager, chez des personnes qui ne sont pas climato-sceptiques. Et ça, c'est tout l'enjeu, c'est celui de réussir à venir changer les comportements chez les personnes qui ne sont à l'heure actuelle que pas ou peu sensibles. Et ce que l'on retrouve aujourd'hui dans le champ de la recherche, c'est que les personnes qui vont exprimer un certain niveau de scepticisme face à cette information du changement climatique sont des personnes qui, a priori, pour le simplifier et vous le transmettre ici assez rapidement, sont des personnes qui vont avoir certaines caractéristiques socio-économiques, qui vont être marquées aussi par leur expérience du changement climatique en fonction de l'endroit où elles habitent, en fonction de l'exposition qu'elles ont déjà de ce phénomène. Est-ce que tout ça, c'est une espèce de chose qu'on ne voit pas, qui ne nous concerne pas, qui au mieux concernera nos arrière-petits-enfants, ou est-ce que c'est déjà sous mes yeux et que j'en subis déjà les conséquences? Donc c'est des éléments que l'on a aujourd'hui pour essayer de comprendre la forme de résistance des individus à cette information. Et puis, un élément qui reste à travailler, mais qui peut-être pourrait faire un point avec des éléments soulevés précédemment par Claire, c'est que la forme de défiance, la forme
scepticisme qu'on décrit ici ne s'exprime pas a priori que sur le climat. Il semble y avoir des profils qui se croisent avec des positions, par exemple, sur des questions de santé publique, ou bien encore sur le rapport que l'on peut avoir à des grandes questions de société, ou le rapport que l'on peut avoir à des minorités. Donc, on se rend compte qu'il y a probablement quelque chose de beaucoup plus profond et de transversal à plusieurs thématiques qui seraient au cœur de cette difficulté à s'engager vers le changement, parce que dès le départ, avant de s'engager vers le changement, il y aurait une forme de résistance à la capacité à se faire sensibiliser par l'information. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Arnaud pour ces éclairages sur les mécanismes du changement de comportement. Alors en matière de changement de comportement, on ne peut plus ignorer aujourd'hui le poids des influenceurs, le rôle des influenceurs. Alors ça tombe bien, je crois que c'est ton domaine, Amélie. Alors pour faire d'abord un petit peu écho à ce que nous a apporté comme élément Claire, j'aurais envie d'aller un peu du côté justement du droit d'abord. Comment les influenceurs aujourd'hui appréhendent leurs responsabilités? Est-ce qu'ils ont conscience de l'impact de leur communication? Puis quel est le cadre légal aussi dans lequel ils s'inscrivent, parce que c'est vrai que c'est un domaine un peu atypique de la communication. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai pas de slide, donc j'espère que je vais quand même capter votre attention. Je vais peut-être revenir d'abord sur la définition d'un influenceur. Alors le terme influenceur, il est assez générique dans la définition. C'est juste quelqu'un qui a la capacité d'influencer finalement. Donc on peut un peu tous être des influenceurs à notre échelle, concrètement, dans notre cercle, plus ou moins grand. Moi, j'ai plus parlé des influenceurs marketing. Donc c'est des personnalités en ligne qui monétisent en fait leur visibilité à travers le placement de produits ou la collaboration commerciale. En France, on a des influenceurs qui sont extrêmement connus, qui s'appellent par exemple Lena Situation, Squeezie, McFly et Carlito, Inoxtag, et qui aujourd'hui ont des audiences extrêmement larges et qui ont cette capacité à aller orienter les modes de vie, les modes de consommation et les normes sociales de leur audience. Juste petit sondage, qui dans la salle suit des influenceurs au quotidien? À main levée. Ok, on va être sur un 40%. C'est normal, en fait, les influenceurs, ils sont principalement suivis par les 15-25, 15-35 ans. 80% des 15-35 ans suivent des influenceurs en France au quotidien. Donc, ils deviennent vraiment des leaders d'opinion et des références au quotidien pour les jeunes générations. Les jeunes générations qui sont les premières à devoir vivre durablement avec le réchauffement climatique. Et donc, ces influenceurs qui sont des références au quotidien pour ces générations-là, ils font pas mal de placements de produits, notamment en lien avec des marques qui sont pas forcément très éthiques. Et finalement, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que la plupart des imaginaires qu'on retrouve sur les réseaux sociaux à travers les influenceurs, ça va plutôt être des imaginaires en lien avec la surconsommation. Le fait d'aller voyager à l'autre bout du monde extrêmement fréquemment, le fait finalement d'associer le bonheur à la consommation, finalement des imaginaires qui sont présents dans la publicité classique et qu'on voit depuis des années. Et ça, c'est une problématique. Pourquoi ? Parce que les influenceurs qui ont ce pouvoir-là d'orienter potentiellement les modes de vie et de consommation de leur audience, ils pourraient potentiellement être des vecteurs de la transition écologique. Et aujourd'hui, ils ne le sont pas. Et au contraire, ils sont plutôt vecteurs d'imaginaires assez dépassés écologiquement parlant auprès d'une audience qui devrait être celle de la génération climat. Et ce secteur de l'influence marketing, il a à peu près 10 ans, donc ça fait 10 ans qu'on peut suivre des influenceurs sur les réseaux sociaux qui font des partenariats avec des marques, mais finalement il est plutôt régulé de manière extrêmement récente. Donc en fait on a une loi qui a été votée en juin 2023, qui est une loi sur l'influence, qui a pour objectif d'aller un peu réguler le secteur, parce qu'avant cette loi c'était un peu le Far West, le métier d'influenceur n'était pas encore reconnu, donc cette loi a reconnu le métier d'influenceur marketing, et cette loi a donné aussi un certain nombre de restrictions pour les influenceurs. Donc, par exemple, le fait de ne pas pouvoir promouvoir la chirurgie esthétique, de ne pas promouvoir la crypto-monnaie, par exemple. Mais par contre, dans cette loi, il n'y a aucune restriction environnementale. C'est-à-dire que c'est une loi un peu générique qui va revenir sur certaines restrictions qui existent déjà dans la publicité, mais on n'a pas vraiment de restrictions environnementales. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'influence marketing, donc quand McFly et Carlito font des placements de produits, quand Inoxtag fait des placements de produits ou Lena Situation, en fait, c'est de la publicité.
Donc en fait, le secteur de l'influence marketing est intrinsèquement lié à la publicité. Et la particularité des créateurs de contenu, c'est par contre que justement, ils vont pouvoir pousser le discours des marques de manière beaucoup plus efficace que la publicité classique. Pourquoi ? Parce que quand on suit un influenceur, on a accès à son intimité, on a l'impression qu'il nous parle directement à nous, on crée une certaine nombre de relations particulières avec l'influenceur, une relation qui s'appelle la relation parasociale. Cette relation parasociale, c'est une relation de confiance qui fait que quand un influenceur va nous mettre en avant un produit, un certain mode de vie, un certain mode de consommation, notamment en tant que jeune, on va potentiellement vouloir le reproduire parce qu'on a l'impression que c'est un ami qui nous donne un conseil ou que cette personne, elle est ultra stylée et qu'on a envie de reproduire ces schémas-là. Et bien sûr, sur les questions d'écologie, aujourd'hui, on voit que le fait de suivre des influenceurs, notamment qui vont promouvoir la surconsommation, les voyages au bout du monde, etc., c'est un vrai frein pour la prise de conscience des jeunes générations. Et surtout, ça entretient un peu une certaine forme de double discours qu'on voit dans la société et une dissonance cognitive où finalement on a des jeunes générations, notamment les 15-25 ans, qui sont les plus finalement sensibilisées aux enjeux écologiques, climatiques, et en même temps, ce sont des générations qui sont les premières à consommer de l'ultra fast fashion comme Shein. Donc cette dissonance, en fait, elle est aussi présente parce que sur les réseaux sociaux, en fait, et notamment à travers les influenceurs, on a ces doubles discours de consommer pour être heureux et en même temps, ah oui, il y a ce changement climatique là. Et c'est toujours les discours en lien avec la consommation ou qui sont portés par le capitalisme qui gagnent en fait à la fin. C'est un peu ça qui est problématique aujourd'hui. Merci. Alors, tu as l'air de vraiment bien connaître le secteur de l'influence. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu le panorama des enjeux de la communication environnementale dans le secteur de l'influence ? Oui, bien sûr. En fait, comme je disais, l'influence marketing, c'est un peu de la publicité. Donc, les influenceurs qui, aujourd'hui, sont les plus populaires sur les réseaux sociaux, en fait, leur moyen de gagner de l'argent, c'est de faire des collaborations commerciales avec des marques. Et c'est donc d'amener et d'appeler à une certaine forme de consommation. Donc, c'est extrêmement complexe pour ces influenceurs-là d'aller finalement porter des messages en lien avec l'écologie. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si Léna Situation, donc première influenceuse de France, qui va voyager régulièrement à l'autre bout du monde, commence à parler d'écologie, on va lui dire, mais en fait, t'es qui pour parler d'écologie ? Tu nous appelles à la consommation, tu fais des voyages à l'autre bout du monde, etc. Donc il y a un peu cet enjeu de pertinence, en fait. Les audiences, aujourd'hui, elles attendent des influenceurs qu'ils puissent porter l'écologie de manière extrêmement cohérente. Et aujourd'hui, ces influenceurs les plus populaires ne le peuvent pas. Ce qui est absolument un frein concrètement à la prise de conscience globale, parce qu'aujourd'hui, on a absolument besoin de sortir des cercles de convaincus. Aujourd'hui, on est dans une salle, je pense que la plupart des gens qui sont ici, ils sont intéressés par l'écologie. Voilà, je dis des trucs, potentiellement vous les connaissez un peu sur les questions de transition, mais aujourd'hui vraiment, c'est pour gagner la bataille culturelle, on a vraiment besoin de sortir de cette de convaincus. Et ces influenceurs qui sont suivis par des millions de personnes, on parle de par exemple plus de 20 millions de personnes qui suivent l'influenceur Squeezie, donc youtubeur, plus de, pareil, à peu près 20 millions avec YouTube pour Léna Situation, donc c'est des personnalités qui vraiment parlent à des audiences extrêmement larges et à des audiences qui justement ne sont pas forcément très au courant des enjeux écologiques et ne sont pas engagées. Donc on a besoin de ces influenceurs-là justement dans la transition écologique pour pouvoir embarquer le plus largement possible et notamment embarquer les générations et les personnes de 15-25 ans qui aujourd'hui ne font pas de l'écologie quelque chose d'important dans leur vie. Après, il y a aussi un enjeu important sur les réseaux sociaux et je pense que vous devez aussi le voir, c'est la question des bulles de filtre. En fait, même si un influenceur, par exemple, il existe énormément d'influenceurs engagés, écolos, qui vont parler d'écologie, qui vont mettre en avant des modes de vie potentiellement qui sont des alternatives plus engagés, mais en fait, ils vont parler à qui ? Ils vont parler à des audiences déjà convaincues, parce que les algorithmes nous proposent que des contenus qui sont susceptibles de nous plaire, et donc, moi, voilà, je suis engagée sur l'écologie, les influenceurs qui me sont proposés sur Instagram, TikTok, etc., ça va être des influenceurs qui sont plutôt déjà engagés. Donc, il y a cet enjeu des bulles de filtre sur les réseaux sociaux qu'il est complexe à dépasser, et en fait, on peut les dépasser justement en essayant d'aller embarquer des créateurs de contenu, des influenceurs qui de base ne sont pas engagés. Et puis, bien sûr, sur la question aussi des fake news, de la désinformation climatique, si on va même au-delà de l'influence marketing, on voit que typiquement des réseaux sociaux comme Meta, donc avec les annonces de Mark Zuckerberg, en fait, on voit que c'est des réseaux sociaux qui sont portés par des milliardaires qui eux-mêmes, en fait, ne veulent pas mettre les enjeux climatiques au sein, ne veulent pas mettre les enjeux climatiques comme une priorité sur leur réseau
réseaux sociaux. Donc on voit que typiquement il y a des comptes aujourd'hui de certains influenceurs qui sont finalement ce qu'on appelle le shadow ban, donc qui vont avoir moins de visibilité parce qu'ils vont parler d'enjeux écologiques, d'enjeux climatiques ou d'enjeux qui ne plaisent pas forcément à ces milliardaires qui se sont ralliés notamment aux valeurs de Trump. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Et sur la question aussi des cercles de convaincus, il y a bien sûr cette question aussi des influenceurs qui, aujourd'hui, les influenceurs les plus populaires ne sont pas forcément sensibilisés aux enjeux écologiques. En fait, concrètement, les influenceurs les plus suivis sur les réseaux, ils sont à l'image de la société. Donc c'est des personnes qui vont être vraiment ancrées dans la société de consommation, dans le capitalisme. Pourquoi ? Parce que c'est les messages qui sont les plus valorisés aujourd'hui dans la société, et finalement, être engagé sur les questions écologiques, ça reste faire partie d'une petite minorité qui veut faire changer les choses, ce qui n'est pas le cas de la majorité. Et donc il y a cette difficulté finalement aussi à les embarquer dans cette transition écologique parce qu'ils ne veulent pas forcément aussi renier sur leurs opportunités économiques, les opportunités que leur offrent notamment les collaborations commerciales avec les marques. Et donc c'est un frein vraiment assez important pour aussi aller les embarquer dans cette transition. Alors je sens qu'on ne va pas en rester sur les freins justement. Alors est-ce que tu entrevois quand même des leviers pour une influence plus responsable, voire pour une influence qui permettrait une meilleure prise de conscience, voire un changement de comportement qui intègre les questions environnementales et si possible, est-ce que tu aurais des illustrations à nous proposer, des exemples ? Je pense qu'il y a un exemple qui est très parlant. Il y a notamment Jean-Marc Jancovici qui a fait une vidéo avec McFly et Carito. Donc McFly et Carito qui sont des influenceurs à plusieurs millions d'abonnés sur YouTube. Une vidéo dans laquelle Jean-Marc Jancovici vient parler d'empreinte carbone et à sensibiliser en gros l'audience de ces influenceurs-là aux enjeux de l'empreinte carbone individuelle. Et ça montre que finalement, même des créateurs qui de base ne sont pas engagés, en fait, ils sont aussi quand même partants pour aller permettre de donner leur visibilité à des chercheurs, des scientifiques, etc., qui eux ont le savoir et qui peuvent justement toucher une audience qu'ils n'arrivent pas à toucher d'habitude. Et donc ça, c'est aussi une porte de sortie. Les influenceurs l'écologie reste extrêmement tabou chez les créateurs de contenu qui ne sont pas engagés parce que c'est lié à certaines critiques justement d'incohérence sur leur mode de vie et ce qu'ils promeuvent. Mais par contre, il y a quand même une opportunité pour eux d'aller finalement donner la visibilité qu'ils ont à des scientifiques, comme je disais, et à des personnes qui ont le savoir. Et ça se fait de plus en plus. En fait, les influenceurs, ils se mettent un peu en retrait, ils disent « Ok, moi, je suis pas parfait, mais par contre, au moins, je peux permettre à des gens qui n'ont pas ma visibilité d'aller porter ces questions d'écologie. » Donc, on voit qu'il y a quand même ça qui est présent. Et puis ensuite, il y a aussi un enjeu potentiellement à faire émerger et à rendre plus visibles les influenceurs qui justement sont un peu plus engagés. Essayer de faire en sorte de potentiellement les soutenir, faire en sorte qu'ils aient plus de visibilité et qu'ils deviennent un peu la nouvelle normalité. C'est un peu ça que j'essaie de faire avec Paye ton influence, c'est de un peu dénormaliser les influenceurs qui sont liés à la surconsommation, etc. et normaliser des influenceurs qui vont être vraiment ancrés dans les enjeux écologiques et sociaux actuels. Alors c'est bien sûr extrêmement complexe parce que les plateformes vont plus valoriser des types de contenus qui sont pas liés à l'écologie, mais c'est aussi un enjeu. Et d'ailleurs, les audiences, donc vous d'ailleurs qui sont sur les réseaux sociaux, les audiences sont aussi de plus en plus en attente des créateurs de contenu en termes d'engagement écologique. Donc par exemple, récemment, on a Léna Situation qui a fait un partenariat avec Amazon, mais elle s'est reçue énormément de commentaires négatifs de la part de son audience qui mettaient en avant le fait que ils étaient assez déçus du fait qu'elle s'associe à Amazon, notamment parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement connu et les impacts environnementaux et sociaux d'Amazon. Et donc on voit que les audiences elles peuvent aussi être motrices dans cette transition des influenceurs parce qu'elles vont vraiment émettre des critiques souvent constructives aux influenceurs en leur disant mais en fait là je comprends pas ce que tu fais, ce que tu promeus c'est totalement à l'ouest niveau écologie. Et d'ailleurs un sujet extrêmement d'actualité, le fait que Katy Perry par exemple prenne aille dans l'espace pour 10 minutes, en fait ça a plutôt généré des critiques négatives en disant qu'elle était totalement déconnectée de la réalité des gens concrètement et que finalement l'opération marketing qui a été créée autour de ce vol notamment à travers Amazon, en fait c'était plutôt un backlash négatif pour cette chanteuse, alors que finalement, j'imagine qu'en faisant ce vol dans l'espace, elle imaginait que ça allait pouvoir plutôt améliorer son image. Donc on voit que quand même les audiences sont de plus en plus critiques, et donc ça pousse les influenceurs marketing à quand même avoir une certaine forme de réflexion sur les
partenariats qu'ils font aujourd'hui, sur ce qu'ils montrent à travers leur audience, mais on voit aussi que le désintérêt sur les questions écologiques, qui notamment est porté par des pays comme les États-Unis avec Trump, ont aussi un impact là-dessus, et on voit que des influenceurs qui s'étaient engagés il y a quelques années, en fait, s'engagent moins aujourd'hui parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quand même une moindre pression de la société sur leur engagement, et surtout le fait que des célébrités, par exemple comme Katy Perry, aillent dans l'espace pour 10 minutes avec un impact carbone extrêmement important, en fait, ça pousse pas à l'engagement, parce qu'on se dit, concrètement, moi, pourquoi je ferais des efforts, alors qu'il y a des célébrités qui ont encore plus de visibilité que moi, qui ont une empreinte carbone 100 fois, voire 1000 fois plus importante. Donc voilà, donc il y a quand même des portes de sortie. J'ai vu pour finir sur quelque chose de positif. Ça fait 3 ans qu'on a créé le collectif Pays ton influence. On a vu quand même beaucoup de choses positives émerger. On a vu quand même de plus en plus d'influenceurs se poser des questions sur leur impact, de plus en plus d'audience aller faire en sorte de bousculer les influenceurs sur leur partenariat, sur ce qu'ils pouvaient mettre en avant en termes d'imaginaire. Mais il y a encore beaucoup de travail, et pour ça, on a besoin aussi des gens qui suivent des influenceurs, et puis on a besoin aussi, bien sûr, des pouvoirs publics aussi pour un peu plus de réglementation globale de la publicité et de ce qui est porté sur les réseaux sociaux. Merci Amélie, merci à tous les trois pour ces éclairages croisés. Alors je ne sais pas vous, mais moi, ça m'amène plein de questions. Mais je vais vous laisser leur poser vos questions maintenant. Et en même temps, je vais proposer à nos témoins qui vont nous rejoindre pour la seconde partie de la table ronde, nous rejoindre sur la scène. Alors, est-ce que quelqu'un a une première question ? Ce qu'il peut faire, circuler. Je crois que... Merci. J'y vais ? Ouais. Merci beaucoup pour ces présentations, c'était super intéressant. En vous écoutant, notamment, c'est Colline ? Non, je ne me rappelle plus. Amélie, pardon. Je me suis demandé si vous étiez allé frapper à la porte des entreprises qui sont en fait prescriptrices pour les influenceurs. Est-ce que ça ne serait pas un levier d'aller voir ces entreprises qui vont faire du placement produit auprès des plus gros influenceurs pour avoir un impact sur les produits qu'elles vont et le discours qu'elles vont encourager. Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième, c'est en matière d'éducation à l'environnement, on sait qu'un des leviers qui fonctionne pas trop mal, c'est tout ce qui est en matière de communication, de parler d'écologie positive. Donc on sait la force de tout ce qui est la promotion des expériences, du sensoriel, de tout ce que nous apporte en fait l'environnement, les services écosystémiques, etc. Et je me dis qu'en fait la nouvelle génération, et tout comme notre génération à nous, on entend tellement de messages négatifs, anxiogènes, etc., que de communiquer de façon positive sur ces sujets-là. Alors ça ne veut pas forcément dire mettre de la poussière sous le tapis, c'est juste montrer en fait ce qu'on risque de perdre, le manque à gagner, plutôt que de parler que des catastrophes. Est-ce que ça peut pas être un autre levier aussi de vraiment communiquer de façon beaucoup plus positive que ce qu'on fait tous sur ces enjeux-là, pour essayer de fédérer un petit peu plus, parce que je pense qu'on est saturé de messages anxiogènes. Merci beaucoup pour votre question. Je vais peut-être me concentrer sur la première partie concernant les entreprises. En fait, alors nous, notre objectif, c'est pas d'aider des entreprises qu'on considère pas forcément éthiques à faire du placement de produits. Avec Pays ton influence, on est plutôt critique. On fait beaucoup d'interpellations de placement de produits qu'on va considérer, par exemple, comme du greenwashing. Et du coup, plutôt aller interpeller les entreprises directement sur les réseaux sociaux.
et après potentiellement créer du dialogue si elles ont envie. Ce qu'on constate quand même sur les réseaux, c'est qu'il y a une prégnance forcément beaucoup plus importante des entreprises extrêmement polluantes, parce que c'est celles qui ont le plus de moyens aussi de faire du marketing d'influence. Donc typiquement, voilà, je citais Amazon avec Elena Situation, mais aujourd'hui aussi on voit une recrudescence de certains lobbies dans l'influence marketing, beaucoup de lobbies agro-industriels par exemple comme Bayer, qui durant le salon de l'agriculture font des partenariats avec des influenceurs pour vanter leurs produits phytosanitaires. Donc on voit que il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent un peu se racheter une image à travers les influenceurs, des entreprises qui veulent un peu réécrire l'histoire aussi. Bayer, Monsanto, par exemple, ils ne sont pas forcément connus des jeunes générations, ils n'ont pas forcément les références de ce qu'a fait Monsanto en termes d'impact avec les pesticides. Par exemple, on voit aussi pas mal de regroupements d'entreprises comme l'aéronautique, par exemple, notamment avec ce qui s'appelle le GIFAS, qui est un peu un lobby de l'aéronautique, qui avait fait un partenariat avec l'influenceur Thibaut InShape, premier influenceur de France avec plus de 23 millions de personnes qui le suivent sur YouTube, qui avait fait une vidéo sur l'avion du futur où c'était totalement du greenwashing, en mettant en avant le fait que pas de souci, on pouvait continuer à prendre l'avion parce que l'industrie allait se décarboner. Donc on est plutôt critique en fait. Nous, ce qu'on veut vraiment avec Pétition d'influence, c'est dénormaliser certains partenariats en fait. Faire en sorte plutôt que les influenceurs, ils aient tellement d'informations négatives à propos d'une entreprise qu'ils se disent mais en fait non, je peux pas m'associer à cette image-là, je peux pas m'associer à ce business model-là, ce qui est quand même en train d'arriver, notamment par exemple sur la fast fashion et l'ultra fast fashion. Il y a beaucoup d'influenceurs, notamment d'influenceuses, qui suite au scandale, notamment par exemple au scandale des Ouïghours il y a quelques années, qui ont totalement arrêté de travailler avec des entreprises de fast fashion, parce qu'elles estimaient que concrètement elles voulaient plus être associées à ça, elles avaient trop d'informations sur ce sujet-là et sur l'impact de ce secteur-là pour accepter de continuer de prêter leur image. Donc nous, on va plutôt être dans un objectif, comme je disais, d'aller faire en sorte que certains types de partenariats soient plus du tout normalisés et plutôt apporter de la documentation aux influenceurs eux-mêmes pour faire des choix plus éclairés, plutôt que aider des entreprises à potentiellement pas faire du greenwashing, des entreprises qui, de base, selon nous, ne devraient même pas faire du marketing d'influence, par exemple. Merci. Et alors pour répondre à la deuxième partie de la question qui était plutôt sur l'influence positive, on parlera justement d'imaginaire avec nos témoins tout à l'heure. Une deuxième question peut-être pour Claire ou Arnaud. Oui, une question qui peut être pour vous trois. C'est vrai qu'on est tous dans la salle, même si on a plus de 35 ans peut-être en moyenne, aussi consommateurs beaucoup de contenu, et je me demandais si vous saviez quels étaient les meilleurs outils qu'on pouvait utiliser tant que citoyen et consommateur pour peser justement dans le game, comme on dit. Donc par exemple, est-ce qu'on peut, lorsqu'on a un petit peu de temps, justement aller alerter nous-mêmes les créateurs de ces contenus-là sur des enjeux dont la plupart de leurs audiences n'est pas au courant? Est-ce qu'il y a des mécanismes comme déposer plainte ou des signalements à l'Arcom? Voilà, quels sont en fait les mécanismes que nous, tout un chacun, on peut avoir pour vraiment peser dans le débat public, dans la réglementation, dans le droit, dans les mécanismes de plainte et auprès des influenceurs de faire des trolls positifs en fait. Voilà. Alors est-ce que Claire, tu peux nous apporter quelques éléments? Oui, sur l'Arcom, l'Arcom peut être saisi par un particulier, soit il peut s'auto-saisir, soit ils peuvent être saisis par des particuliers vis-à-vis du contenu audiovisuel, mais ils jouent aussi un rôle sur les plateformes, notamment sur la modération des plateformes. Donc là, je sais un peu moins, je connais un peu moins la procédure pour saisir l'Arcom, mais il y a quelque chose, il y a des plateformes qui existent pour saisir. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, en matière environnementale, le rôle finalement qui est le plus important dans la société civile, c'est les associations. Et il y a vraiment un gros rôle qui est donné, compris, c'est même pas qu'ils ont donné, c'est que les associations les ont pris, les associations de défense de l'environnement, et en fait ça rebondit un peu sur ce que tu disais, parce que je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo YouTube lorsqu'il y a eu notre affaire à tous, avec les influenceurs. Toute une série d'influenceurs qui avaient été mis en avant pour promouvoir l'affaire du siècle, un des premiers contentieux climatiques contre l'État français, première fois qu'on engageait la responsabilité de la France. Et je pense que aussi, au-delà de la question de comment est-ce qu'individuellement on peut agir,
il y a aussi toute l'action des associations environnementales qui aujourd'hui, pour moi, je pense, sont vraiment les leviers les plus importants en matière d'information environnementale et ceux qui se font le plus entendre et ceux qui ont des actions finalement les plus engagées, et peut-être voir la relation qu'ils pourraient avoir à ce moment-là avec les influenceurs, c'est peut-être quelque chose d'assez intéressant. Et Arnaud, est-ce que tu as connaissance d'autres ressources comme ça qui seraient un peu vecteurs? Alors moi, ce qui me venait à l'esprit, c'est l'absence de ressources, parce que j'ai peut-être pas le réflexe d'aller toquer à la porte de l'Arcom, même si je comprends qu'en tant que particulier, on peut le faire. Mais il y a moins de 24-48 heures, quelque chose qui était totalement hors les clous, et on peut signaler en disant, enfin voilà, je peux dire que c'était du grand n'importe quoi qui était dit. Et là, on vous demande de catégoriser sur certains opérateurs, certains réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est une fausse est-ce que c'est une fausse identité? Est-ce que c'est une usurpation de compte? Est-ce que c'est un contenu pédopornographique, etc., etc. Mais dès qu'on est sur des questions autour de l'environnement, autour même des aspects sanitaires, moi, je trouve particulier qu'on estime encore que c'est un droit de penser que. Et certaines choses, voilà, on peut penser que c'est un détail de quelque chose, que c'est une exagération de quelque chose, alors qu'il y a des éléments, c'est théoriquement, empiriquement fondé, c'est scientifiquement éprouvé, et on voit en fait que c'est, je fais l'hypothèse, que c'est pas de l'intérêt de ces opérateurs-là, de ces entreprises-là, que de dénoncer ça en fait, parce qu'il y a probablement un lien avec une cible, un modèle économique, et qu'on y gagnerait moins. Bon, puis après, vous avez ceux qui vont jusqu'à vraiment aller encore plus loin et créer leur réseau social, où là, il y a leurs propres règles pour ne plus même plus pouvoir saisir. Donc, moi, mon opinion, là, en tant que citoyen qui suit à l'université, je suis démuni par rapport à ça. Voilà, je suis démuni sur le fait qu'on puisse dire n'importe quoi sur la santé mentale, sur la vaccination, sur le réchauffement climatique, comme si c'était une opinion. Heureusement, il y a des choses qui font partie de délits. Et moi, j'ai l'impression qu'on en est encore loin pour certaines de ces thématiques-là. Et j'imagine ô combien le sujet est sensible, parce qu'on touche aussi à la liberté d'expression. Et j'imagine que c'est pour ça qu'il y a aussi, peut-être de la part des pouvoirs publics, une grande difficulté à faire bouger les choses. Merci pour ces compléments. Je vous propose qu'on accueille nos témoins et ensuite vous aurez la parole aussi pour questionner nos témoins. Alors on a parlé d'influence, on a parlé d'influence positive aussi comme un des leviers. Je crois, Gaëtan, que justement tu cherches à éclairer et à influencer des comportements, notamment dans le milieu sportif et de la montagne. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment tu envisages cela ? Eh ben, merci à toi pour l'introduction. Bonsoir tout le monde. Donc moi je me présente, je m'appelle Gaëtan Gaudissart. Je suis skieur professionnel, donc plutôt dans tout ce qui est free ski, donc tout ce qui est hors piste, un petit mélange avec l'alpinisme, tout ça. Et ma particularité aussi, c'est que je suis producteur et réalisateur de films. Voilà. Et donc moi, à travers un peu tout ce qui a été dit, il y a quelques années, j'ai justement décidé à travers mes réalisations, que ce soit sur les réseaux sociaux comme la création de films, d'aller plus loin et justement de partager en fait ces questions environnementales. Voilà, donc j'ai réalisé mon premier film en fait qui s'appelait Conscience. Tous mes films sont disponibles sur YouTube et donc voilà, en fait à travers de ce film j'ai souhaité aborder la question du réchauffement climatique de manière assez frontale. Voilà, donc par exemple c'est Heidi Sevestre, une glaciologue, qui m'a fait l'introduction du film, et avec d'autres athlètes, on a exposé comment on pouvait nous changer notre quotidien d'athlète pour essayer d'avoir un impact environnemental moins important, mais continuer à pousser notre performance et notre pratique de la montagne. Et voilà, donc là plus récemment j'ai fait un deuxième film qui s'appelait Chimère, où voilà, j'ai trouvé que, un petit peu comme la question qui se posait tout à l'heure, et ben en fait le fait d'aborder ces sujets de manière frontale, on était vraiment on se parlait à un cercle de convaincus. Et donc voilà, dans le ski, le ski c'est quand même pas du tout un milieu dans lequel les problématiques environnementales sont
sont évoquées. Voilà. On ne parle pas du tout de ça dans ce milieu-là. C'est assez marrant parce que c'est là où on devrait le plus en parler parce qu'on est censé être les premiers touchés. Mais voilà, du coup, voilà, moi j'ai voulu essayer de planter des graines et d'aller chercher un petit peu d'autres personnes. Et donc j'ai réalisé un deuxième film qui s'appelait Chimère, dans lequel justement je voulais vraiment parler des imaginaires et de la culture qu'on a, de la pratique sportive, et notamment sur le voyage et la consommation de la montagne. Donc voilà un petit peu mon métier. Et donc maintenant, depuis, moi j'essaye d'élargir un petit peu ces réflexions-là à pas seulement les questions environnementales, parce que finalement, voilà, l'écologie c'est une chose, mais voilà, il y a aussi les problèmes sociaux, etc., qui sont finalement une partie intégrante finalement de cette problématique-là. Donc voilà, moi j'essaye de relier un petit peu toutes ces problématiques à travers le ski et justement les changements d'imaginaire. Merci Gaëtan. Alors tu nous as amené un peu localement, on va continuer sur le local avec Patrick. Alors avant que tu nous dises qui tu es, je crois que tu connais assez bien le paysage médiatique local, et on a parlé d'influence, on a parlé de médias, mais encore assez peu des médias traditionnels. Que peux-tu nous partager sur le traitement de ces sujets-là, justement, sur les médias plutôt traditionnels? Alors déjà, pour la blague, pour ceux qui ont vu l'affiche de l'événement rentrant, non, je n'ai pas servi de modèle au graphiste. Voilà, ça, c'est fait. Je suis certes consultant presse désormais, mais j'ai un énorme défaut, c'est que pendant 25, 26, 27 ans, j'ai été journaliste. Et du coup, j'ai mis les deux pieds dans la gadoue et les deux mains dans le cambouis. Et donc, j'ai essayé de faire un mix de ce qu'a évoqué Claire Portier sur la loi de 1881 et ce qu'a évoqué Arnaud Carré sur la nature environnement qui nous environne et la montagne. Donc, nous sommes, et ça, c'est magique pour nous, c'est quand même la plus belle des chances, au cœur d'un territoire qui est super beau, mais on est aussi au cœur d'un mouvement qui me semble intéressant parce qu'il y a plusieurs visions de l'évolution nécessaire de ce beau territoire au regard du changement climatique. Alors d'un côté pour la poursuite de l'aménagement de la montagne et de l'autre pour une forme de déconstruction ou d'apaisement, je ne sais pas comment on peut dire. Les deux s'opposent. Et pour rejoindre le propos sur les cercles d'influence sur les réseaux sociaux, c'est que chacun a son public, son réseau social, et globalement, on se rejoint jamais. Sur les réseaux sociaux, faites le test, tu l'as fort bien dit, soit on est pro-machin ou anti-truc, mais on se rejoint jamais. Et les arguments d'un côté et les arguments de l'autre, que je me garderai bien de juger puisque je suis encore un peu journaliste au fond de moi-même et j'essaie de rester objectif, c'est toujours les mêmes, ils s'opposent systématiquement, mais ils aboutissent jamais à un débat posé où le pro-machin et l'anti-truc seraient autour de la même table pour essayer d'aller dans la même direction. La presse régionale traditionnelle est dans la même position, inconfortable, donner la parole à l'un, c'est s'attirer les critiques de l'autre camp, ça marche à tous les coups, et en plus, cette presse écrite, régionale, ou la presse radio ou télé, locale ou régionale, elles ont des formats de plus en plus courts. On pourra en parler après, mais il n'y a plus rien à lire dans la presse locale. J'espère que les représentants sont pas là, sinon c'est réglé. Il n'y a plus grand-chose à écouter à la radio. Et à la télé, si tu n'as pas la punchline en 6 secondes, eh ben ça marche pas, t'es pas dans le reportage. Donc le vrai sujet, et c'est pour ça que j'ai accepté d'apporter mon humble regard, c'est de se dire, mais comment on fait maintenant puisqu'on n'arrive pas à se parler? Eh bien, c'est à vous que je m'adresse. Les héros du soir, ce sont eux, ce sont les scientifiques. Ayons confiance en eux, faisons en sorte que leurs paroles ne soient pas discutées par les anti-machins, mais qu'elles ne soient pas non plus acceptées sans réserve par les pro-trucs, et revenons au débat.
parce que le seul enjeu quand on est en Savoyard, c'est de se dire comment on fait pour vivre ici, sur ce territoire, quelles que soient les conséquences du changement climatique. Merci Patrick pour ce partage. Alors, je crois que localement, il se passe quand même de belles choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu des initiatives locales, Shabnam, justement ? Avec plaisir, mais j'ai envie de partager un petit peu par rapport à ce que j'ai entendu. Parce que je vois aussi Pascal Maire qui dessine derrière et qui m'a permis de savoir ce qui s'est dit avant que j'arrive. J'étais sous la pluie, désolée. Qu'on est impacté par ce qu'on entend, ce qu'on voit. La réalité, comme les fictions, sont dystopiques aujourd'hui. Si vous cherchez des science-fiction, 95% vont être dystopiques. Il y a très peu de choses joyeuses là-dedans. Et depuis 3 ans, en fait, j'ai, avec des amis, petit à petit, le groupe s'est agrandi, on est maintenant 50. C'est comme si on était des explorateurs dans la jungle de dystopie, et à chaque fois qu'on trouve un livre, une série, des films, des BD, des documentaires ou encore des podcasts qui nous font du bien, on le partage. Et là, je vous ai entendu tout à l'heure, on parlait énormément d'influenceurs. J'ai envie de vous dire, reprenez votre pouvoir d'influenceur. Ne vous laissez pas influencer par des algorithmes. Choisissez les personnes qui vont vous influencer. Je pense qu'on a laissé ce pouvoir-là à d'autres, à des algorithmes qu'on ne comprend même pas. Et je vous invite à faire un truc qu'on fait depuis 3 ans. En fait, on a créé des book clubs, des nouveaux récits. Donc l'idée, c'était de parler et partager autour de récits qui nous font du bien. Et on se retrouve 1 fois par mois maintenant, et on boit des coups, on grignote, et on partage autour de « Ah, t'as écouté parler de cet épisode-là, ce podcast-là, celui de Cyril Dion, ce qu'il a dit la dernière fois, ah, ce livre-là ». Et en fait, on s'influence entre nous, mais avec des récits qui nous font du bien. Et le truc incroyable, c'est qu'on a réalisé, quel que soit notre métier, donc moi dans mon groupe cœur, il y a un architecte, un professeur qui était de lycée qui était hyper éco-anxieux quand je l'ai rencontré. Et en fait, on a réalisé le fait de se parler sur ces récits qui font du bien. En fait, c'est la directrice de la fabrique des neurones qui me l'a expliqué. Elle m'a dit, vous êtes en train de muscler votre mémoire prospective. Donc ça peut être antinomique. Mais en fait, le fait de parler ensemble, tous les deux, d'un futur ou de quelque chose de tangible, ou qui peut être dans le réel ou dans le futur, en fait, c'est en train de reconnecter nos espaces dans le cerveau qui sont, je ne peux pas vous l'expliquer scientifiquement, c'est pas mon boulot, mais juste le ressenti qu'on a, en fait, ça nous fait du bien. Et en fait, par exemple, j'ai une amie qui est architecte dans le groupe, elle a dit, mais depuis que je suis avec vous, j'ai abandonné mon autre cercle de lecture, parce qu'en fait, celui-là me donnait une énergie dans le boulot que j'ai tous les jours. Et hier, j'étais face à, elle a dit un gros mot, de notaire qui refusait ce nouveau projet, parce qu'il ne voyait pas l'intérêt. Mais le fait qu'on parle, nous, je voyais que j'avais besoin de gravir cette montagne et qu'on a dépassé. J'ai vu la fin, mais je vais juste continuer encore 1 minute. Parce qu'une chose que je fais pour éviter l'impact de toutes les nouvelles, parce que moi je suis écolo depuis tout petite et voilà, je vois les chiffres depuis toute jeune aller dans le mauvais sens. Donc théoriquement, voilà, éco-anxieux, je l'assume, mais je le fais dans la joie aujourd'hui, comme Élie Sevestre, elle parle de rage et amour. Donc c'est la colère qui me donne mon énergie, mais je le fais dans la joie et l'amour. Mais par contre, je vais choisir mes sources d'information. Donc, je ne vais plus je vais plus ne pas lire. Je m'informe sur The Guardian parce que je suis à moitié américaine, donc je peux lire en anglais. Je fais partie aussi de Coop Média. Je suis sociétaire, donc c'est un soutien financier vis-à-vis de tous les médias indépendants qui font un boulot de dingue et qui ne sont pas soutenus par le système public classique parce que les subventions vont au plus gros, donc Bolloré, etc. Donc, si vous avez envie de les soutenir, faites-le. Et je voulais dire aussi qu'il y a Imagine 2050 qui travaille énormément avec les influenceurs, mais j'ai vraiment envie d'arrêter en vous disant sur ces influences, sur ces médias, tous les dominants, c'est le récit classique capitaliste où le héros c'est Iron Man, c'est-à-dire un homme blanc qui a eu un succès sur une entreprise technologique et qui sauve le monde. Ça ressemble pas à Elon Musk. Donc je vous invite vivement à créer votre cercle de lecture, aller lire sur les nouveaux récits et de vous nourrir de belles choses. Ça vous aidera à avoir l'énergie qu'il faut face à toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés. Et ce n'est que le début, malheureusement. Mais plus nous nous tissons entre nous, plus nous nous racontons nous-mêmes nos histoires et ne nous laissons plus gaver par les histoires qu'on nous impose. J'ai envie juste de vous dire, on ne battra jamais le système d'influence sur les réseaux sociaux. Il faut vous déconnecter, créer vos propres réseaux d'influence et manger ensemble, buvez ensemble, parler d'histoire que vous aimez.
prenez ces temps-là, c'est génial, ça fait vraiment du bien. Et maintenant, il y a Groupe à Barbara, Saint-Alban, Novalaise, Aix-les-Bains, Annecy. En fait, à chaque fois qu'une personne vit cette expérience-là, ça change la vie. Et ça a l'air tout bête, mais franchement, goûtez-y, c'est génial. Merci Shabnam, merci à tous les trois. Je vous propose qu'on continue un peu à muscler nos neurones ensemble avec quelques questions que vous allez sûrement avoir envie de poser à nos intervenants. Sur l'histoire des fake news, c'est vrai qu'il y a une grosse critique je parle d'ici. Il y a une grosse critique à l'égard des autorités, des pouvoirs, des médias les plus influents, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des réseaux sociaux, des influenceurs, et en fin de compte, les fake news, elles viennent entre autres parce qu'il y a une perte de confiance dans les médias. On a vu des présidents de la République, George Bush, déclarer la guerre à l'Irak sur une présomption fausse. Tony Blair, Premier ministre. On a vu beaucoup comme ça de choses qui étaient mauvaises. On a vu sur le nucléaire l'impossibilité pour l'OMS et les services de santé de pouvoir communiquer sur les risques liés au nucléaire, civil ou militaire. Et donc, il y a tout plein de questions autour du... Est-ce que le débat, il est essentiellement sur le déni climatique, ou est-ce qu'il est de manière générale, parce que très souvent, il y a eu des interventions qui parlaient de notre système économique, et donc le pouvoir de l'argent, la cupidité, et comme tout notre système économique repose sur cette avidité au pouvoir et à l'argent, il faudrait remettre en question tellement de choses. Et donc il y a une question importante entre le déni climatique qui repose sur échéance 2050, 2100, peut-être un peu plus si on est au bord de la mer, et puis si on est dans les glaciers. Et puis les crises écologiques que l'on connaît, pour ceux qui sont un peu les plus vieux, depuis 60 ans. Quand même le livre Printemps silencieux, 1962, 73, le problème sur la croissance. Et puis, dans notre jeunesse, on parlait des pluies acides. Et tout ça, on a l'impression que cette crise de la biodiversité et de notre environnement, de la pollution, des cancers, de Parkinson, qui sont liés directement, le chlordécone en Guadeloupe. Oui, donc il y a un vrai problème. Je vous remercie. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre partage. J'entends un questionnement un peu sur la mécanique de la fake news aussi, au niveau médiatique, au niveau aussi du processus, au niveau du comportement. Peut-être un éclairage de Patrick et d'Arnaud nous serait utile. Je prends la partie presse. Pour être très très pragmatique, les journalistes, et j'en fais partie, on n'est pas des super-héros, mais on n'est pas malhonnête non plus. Et j'aime bien ce que vous venez de dire, parce que le journaliste, quand il est local, régional, national, ça marche aussi, il n'est pas spécialiste de tout, et il faut lui pré-mâcher le travail. Et désolé les scientifiques, mais moi, de ma vie, je n'ai jamais lu vos travaux, ça doit être super intéressant, mais je n'ai pas le temps, je n'ai pas la formation, et donc il y a un moment, il faut utiliser ce biais, c'est-à-dire que vous, quand vous êtes dans vos associations, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la force de l'association, faut emmener de la matière. Moi, je garde le souvenir, désolé, c'est pour les plus vieux, mais dans les années 90, l'association Vivre en Maurienne a mené un combat de dingue sur la nécessité d'enfouir les lignes à haute tension, électriques à haute tension. Ils ont multiplié les réunions publiques, ils invitaient les journalistes et ils avaient des scientifiques qui avaient cette particularité
de simplifier les choses. J'ai pas dit faire simpliste, hein. Eh bien, ça a marché. Et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et avoir une demi-page dans un média régional, qui soit quotidien ou hebdo, ça marchait. Donc, dans votre rôle de militant, eh ben, dites-vous qu'en face de vous, vous avez un type qui n'a pas le temps, qui ne sait pas tout, mais si vous l'accompagnez bien avec des documents que vous allez lui résumer, moi je lirai jamais 70 pages d'un dossier de presse, eh ben, vous pouvez avoir le relais. Alors j'ai bien envie d'entendre les scientifiques sur justement ce... Déjà, les scientifiques, on peut se tromper parfois. Je rectifie d'ailleurs sur votre question. Signalement, c'est par la plateforme de la CORM. Pour le contenu audiovisuel, pour les réseaux sociaux, c'est pas dans sa compétence, le signalement, pour les contenus inappropriés. Mais il y a une plateforme, vous pouvez aller voir, tout est expliqué. Voilà, tant qu'à faire, enfin, c'est pas des fake news juridiques non plus. Je crois que les scientifiques aussi, de plus en plus, je sais pas Arnaud ce que tu en penseras, mais de plus en plus, on nous demande aussi de faire de la vulgarisation scientifique. De plus en plus, on est dans des demandes, que ce soit par exemple, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu ma thèse en 180 secondes, ce genre de choses, pour justement permettre de donner en fait nos données scientifiques accessibles au public. Et là, ce qu'on fait ce soir, c'est de la vulgarisation scientifique. Je veux dire, c'est ça, c'est partager un petit peu de nos connaissances d'une manière accessible à un grand public qui n'est pas forcément spécialiste de droit, qui n'est pas spécialement spécialiste de psychologie. On va avoir un discours qui va être simplifié aussi pour se faire comprendre. Et je crois que les scientifiques, de plus en plus, sont encouragés à cette vulgarisation. Et vous avez pas mal de sites de presse qui sont dans la vulgarisation justement scientifique. En droit, on en a quelques-uns. Je ne sais pas si en psychologie, ça existe aussi. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui peut participer à justement lutter contre la désinformation. Et ça rejoint un peu, enfin, ça prolonge un peu le propos. Et rapidement, en fait, j'ai l'impression que un acteur clé, en fait, c'est l'éducation. Et je pense qu'il faut se servir de l'éducation précocement pour être sensibilisé aux sciences. Nous, les scientifiques, en tout cas moi qui suis dans une démarche expérimentale et empirique, on façonne des hypothèses. Les hypothèses, on les soutient jusqu'à preuve du contraire. Notre but, c'est d'essayer, c'est dans une démarche de falsification, c'est en permanence le doute qui nous anime, mais il y a une différence entre avoir un doute pour être sûr de ce qu'on essaye de mettre en évidence versus totalement déraper et pouvoir dire n'importe quoi, comme l'a fait un célèbre directeur d'un IHU, par exemple, il y a quelque temps. Donc c'est deux choses différentes, en fait, hein, je pense, le scepticisme qui peut d'ailleurs bercer dans l'idéologie du complotisme, et ce que justement nous on ne veut pas avoir comme posture, parce qu'on est guidé par une démarche méthodologique qui nous amène à être dans justement cette approche plutôt d'un doute et d'avancer sur des phénomènes, comme on dit, en référence à Popper, jusqu'à preuve du contraire. Et la question de la vulgarisation, on est peut-être là avec les plus grands, mais ça peut commencer dès tout petit, et je pense que c'est très important d'avoir des actions qui permettent aussi d'avoir une culture scientifique, d'avoir aussi quelque chose qui va lutter contre un certain nombre de stéréotypes, de préjugés, de stigmatisation qu'on a dans ce domaine-là, sur les questions aujourd'hui qu'on évoque ce soir, comme celles qui existent dans des éléments autour, par exemple, des minorités, de la santé, etc. À nouveau, je pense qu'on a un vrai levier avec l'éducation. Et avec la toute première question qui avait été posée, j'ai eu le sentiment qu'on se posait la question effectivement de savoir comment on sensibilise, et est-ce qu'on peut sensibiliser par des facteurs positifs. La réponse est oui, et je pense que quand on met en avant du positif, c'est important. Maintenant, si on se dit que tout ce dont on parle ce soir, on le transpose à des démarches de santé publique, quand on veut faire de la prévention, on fait deux choses en fait pour que ça fonctionne bien. On fait à la fois de la promotion de facteurs positifs, et on ne parle que du positif pour améliorer la qualité de vie des gens, pour qu'ils prennent soin de leur environnement, et on parle aussi de la prévention des problèmes, et il faut essayer d'être sur les deux. Maintenant, on va limite ouvrir un grand débat de société, c'est la prévention, c'est un investissement, c'est du temps long, et c'est pas toujours quelque chose qui est en cohérence avec le temps des décisions politiques.
des mandats notamment. Alors, j'entends aussi le besoin d'acteurs qui fassent le relais entre le scientifique et puis les acteurs économiques pour la compréhension. Et c'est aussi le rôle des shifters et d'Institut des transitions. Et c'est pour ça qu'on organise ce genre d'événement. Est-ce que les gens qui... On va prendre une autre... Oui. Est-ce que vous pouvez tous lever la main pour qu'on vous repère, ceux qui veulent poser des questions actuellement? Ok, merci. Ici, je crois qu'il y a eu des questions un peu depuis un moment ici aussi, donc peut-être faire passer le micro par ici. Bonsoir, merci. J'ai une petite constatation. J'observe souvent qu'il y a une sorte d'assuéfaction aussi vis-à-vis de certaines formes de dialogue qu'on constate. Par exemple, accepter des formules comme des fausses vérités. Ça n'existait pas aux fausses vérités. C'est un mensonge. Et donc, et ça, on l'utilise et on l'accepte. Et ça cause une assuéfaction. Après, une autre chose, c'est comment on peut travailler sur les motivations. Pourquoi les gens font ce qu'ils font, en fait? C'est quoi qui nous motive? Comment on peut changer sur ces actions-là? Et juste aussi diffuser, je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé, il y a un professeur de la Sorbonne à Paris, Gérald Bronner, qui est en train de faire une série de conférences sur l'esprit critique. Et elles sont vraiment intéressantes. Donc il y en aura 4 en total et il les diffuse sur YouTube. Parce que l'esprit critique, ça nous aide aussi à faire face aux fake news. Oui, exactement. Alors peut-être on peut répondre un peu sur le levier d'action. Alors on a beaucoup parlé de l'information, de la science. Peut-être parler aussi plutôt de ce qui se passe dans l'émotionnel et dans les imaginaires comme vecteur de changement de comportement, d'action. Je préfère répondre aux questions. Ouais, enfin, si tu veux, moi je peux parler de concrètement ce qui se passe au niveau du ski. Après, enfin voilà. Non, mais j'entends. Qu'est-ce qui pousse le changement de comportement au-delà de l'information? Est-ce que toi tu as pu observer des changements de comportement et comment? Moi, sur l'activité du ski, forcément, c'est un loisir. Donc c'est quelque chose où les gens ils se vident la tête. Et pour rendre le changement viable, il faut essayer de le rendre fun. Et voilà, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Mais forcément, c'est compliqué quand... le changement de paradigme auquel on est confronté, c'est j'ai le mot décroissance qui me vient, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est qu'il y a un moment, il faut qu'on arrête quand même de faire quelque chose, et c'est là où c'est hyper compliqué de rendre quelque chose fun quand il faut arrêter de faire ce qu'on faisait avant. On peut créer des alternatives. Je crois que Shabnan a quelque chose pour compléter, justement. Comme dirait Magali Payen de Imagine 2020, il y a 3 récits. Le premier, c'est on continue comme on est en train de faire. Le deuxième, c'est qu'on se prend le mur. Ou le deuxième, c'est moins de biens, plus de liens. Et donc oui, c'est pas sexy de parler de décroissance, mais en fait, le récit qu'on est en train d'essayer de faire passer et que j'essaie de vous passer aussi prenez des pots au lieu de passer votre temps là-dessus, parce que sur vos portables, vous passez 1 heure sur les réseaux sociaux, comment vous vous sentez vraiment après? Vous passez 1 heure avec vos copains à boire des coups et à parler de belles choses, regardez à quel point vous vous sentez après. Il n'y a pas de différence. On est plusieurs du book club, en fait, je les repère maintenant, mais je pense que voilà, ils ont le sourire et ils rigolent parce qu'ils savent à quel point ça nous fait du bien. Il n'y a pas photo. Donc après, c'est aussi des choix et voilà, il faut qu'on se re-responsabilise chacun par rapport à ça et qu'on nourrisse nos imaginaires. Et c'est ce qui est sexy en fait dans le truc, c'est pas les biens qui nous rendent heureux, c'est les liens sociaux. Et par exemple, dans mon quartier, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire une balle populaire où on se retrouve parce qu'en fait, on n'a même pas de café dans notre quartier à Chambéry, Bissy. Et en fait, c'est tout ce qu'on demande. On veut sortir des écrans et tout ça. Donc, reprenez votre pouvoir sur qu'est-ce qui vous influence. Ne laissez pas un algorithme créé par je ne sais plus qui le faire à votre place. Parce que c'est tellement plus sympa. Merci. Alors, je crois qu'il y avait une question par ici. Oui, bonsoir, merci pour toutes ces présentations. Moi, il y a juste un truc que je comprends vraiment pas. C'est qu'on nous dit que jusqu'à quasiment 50% des Français ont une charge émotionnelle. Alors j'imagine qu'elle est négative sur l'environnement. On parle d'éco-anxiété, etc.
Et d'un autre côté, je me rappelle du Covid où on faisait tous notre pain et on se disait qu'on allait partir à vélo en vacances, quoi. Et après le Covid, tout est reparti comme avant. Et vous avez parlé à un moment de dissonance cognitive. Et donc ma question, c'est la suivante. Cette dissonance cognitive, elle est à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, nous, individus, alors je ne parle pas de moi, mais on a envie de partir en week-end à Ibiza, mais on sait que c'est pas bien. Où la dissonance, elle est finalement quasiment au niveau de la société, c'est-à-dire que on ne se parle plus et on a une polarisation de la société qui fait que certains sont hyper engagés et vont faire attention, et d'autres n'en ont vraiment rien à faire et sont du coup capables d'entendre les fake news dont on parle depuis tout à l'heure. Donc voilà, est-ce que c'est un problème individuel ou sociétal de cette dissonance cognitive? Je crois que c'est un peu une question psychologique, Arnaud. Est-ce que on peut avoir? Alors, je ne sais pas si vous me répondez avec une impression ou une description, mais alors ça nécessiterait un développement très long et je vais faire très court. C'est différents niveaux. Il y a un niveau individuel, il y a un niveau collectif. La dissonance cognitive nous montre ô combien c'est merveilleusement complexe un être humain, parce que fumer tue, mais j'ai quand même envie de fumer une cigarette. Et puis plus on me dit que c'est pas bon, plus ça me stresse, plus je vais fumer. Et pourtant, je suis pas en absence de connaissance du message, puisqu'on me l'a dit, on me l'a appris, je l'ai lu, on me l'a rappelé même avec la caution scientifique, médicale, tout ce que vous voulez. Donc on voit bien que c'est très difficile de changer les comportements et qu'il y a des choses, je vais revenir sur ce point rapidement, en lien avec des préjugés, des stéréotypes qui souvent nous échappent. Et c'est ça aussi qui est important, c'est un moment de reprendre le contrôle et de se rendre compte qu'il est en train de se passer. Peut-être que ça fait écho à des choses que toi tu as vues sur la manière de faire passer les messages, mais moi je salue le choix qui a été fait du service public d'information, pour ne pas que tirer sur les journaleux. Mais voilà, le service public d'information qui a dit, par exemple, maintenant on va faire très attention au lexique qu'on emploie parce qu'il nous formate et qu'il va former les petits très tôt, par exemple, à dire, voilà, vous savez, vous mettez une carte bien en jaune en disant il va faire très beau, sauf que le il va faire très beau, si c'est 40 degrés à l'ombre à Grenoble, non, il fait très mauvais en fait pour la santé. Et que si à un moment il pleut, non, il fait pas beau, il fait pas moche. Juste il y a de la pluie, il y en a besoin parce qu'il y a des nappes phréatiques à remplir, etc. Donc je vais pas faire le météorologiste de bas étage, c'est pas du tout ma discipline, mais j'ai trouvé que c'était très intéressant déjà de faire attention à la manière dont on présentait les choses et à dire il faut pas qu'on associe un jugement de valeur bon, mauvais par rapport à soleil, pas soleil, etc. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, je pense, je vais parler sous le contrôle d'un certain nombre de personnes aussi dans cette salle et peut-être à la tribune, le fait d'avoir dit attention, le problème c'est pas réchauffement climatique, parce que moi l'autre jour j'ai eu très froid, j'ai gratté ma voiture, j'ai mis des gants, mon vélo a dérapé, enfin il faisait pas chaud du tout. Le problème c'est changement climatique, parce qu'on en connaît un qui vous dit bah non, il fait bien, il fait bon, et puis avec Elon on fait comme en 40 quoi. Donc c'est vraiment ça le souci, c'est d'avoir aussi très tôt quelque chose qui change, parce que sinon on est baigné dans des stéréotypes et c'est tellement ancré qu'après il est difficile de reprendre le contrôle dessus, et d'être à nouveau dans cette mission-là veut dire que peut-être quelque chose qui est de l'ordre de la conscience environnementale, peut-être aussi, même on va arriver sur des sujets à un moment de santé publique, quand on va parler de l'impact du changement climatique sur nos états de santé, eh bien un des maillons de la chaîne, c'est l'éducation. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on n'a pas encore pleinement adopté comme transition, le fait d'estimer que le secteur de l'éducation, c'est un acteur de la santé publique. Voilà. Merci. On va prendre une dernière question. Est-ce que juste avant, je peux me permettre de revenir? Monsieur, est-ce que vous permettez que je revienne sur la manière dont vous avez posé votre question? Vous avez dit, on a tous fait notre pain. Non, il y en a qui ont bavé pendant le Covid. Il y a des gens qui étaient dans des tours qui n'avaient pas le droit de sortir, et à chaque fois qu'ils sortaient, ils se faisaient contrôler. Donc on n'a pas tous fait notre pain. Donc il y a des gens qui ont vraiment, vraiment vécu une période très, très difficile. Donc attention aux récits et la manière dont on les raconte. Et après, vous avez parlé du fait de ceux qui se sentent responsabilisés et tout ça, et ceux qui n'en ont rien à foutre. C'est stigmatisant aussi, parce que là, on est en train de dire, ouais, nous, on est conscients et on est responsables, et les autres n'en ont rien à foutre. Mais ces personnes-là sont souvent les précaires, les minorités, des personnes qui sont dans des situations qui sont de plus en plus claires et les victimes de tout ça. Donc quand on parle de justice sociale, c'est justice sociale et environnementale, et aussi il y a une question de justice générationnelle, intergénérationnelle. Donc évitons, je nous invite chacun d'entre nous à faire attention à la manière dont on pose les questions, la manière dont on stigmatise. C'est pas comme ça qu'on va
sortir de l'entre-soi si on dit que eux, ils s'en foutent. C'est pas qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils ont des problèmes tellement imminents, 1000 fois plus. Nous, on est des privilégiés, donc on peut oser se poser ces questions-là. Et c'est à nous, en tant que privilégiés, désolée, mais c'est souvent les bourgeois intellectuels qui vont pouvoir amener la réflexion nécessaire pour ouvrir d'autres mondes. On a des situations de privilège pour faire ça. Et on ne peut pas dire c'est de leur faute parce qu'ils en ont rien à foutre. Donc je nous invite juste à ne pas les stigmatiser. C'est important. Il y a une question ici. J'ai le micro, j'y vais. Donc pour rebondir sur l'éducation et cette histoire de cercle qui se retrouve jamais, qui s'entrecroise jamais sur les pour, les contre, j'ai raison, j'ai pas raison. Un truc qui m'est venu, c'est l'histoire de l'analyse des controverses. Je trouve que ce serait super intéressant si ça se faisait à l'école, si on arrivait à mettre ça en place dans de l'éducation populaire pour des plus grands, pour des adultes et tout, en disant c'est pas nous on a raison et vous avez tort, mais est-ce qu'on essaye d'analyser un peu les choses, de mettre à plat les tenants, les aboutissants, pour que chacun, après, puisse se faire une idée d'une manière peut-être un peu plus claire, un peu plus raisonnée. Et que peut-être là, on arriverait à échanger entre personnes qui ne sont pas de même avis. Comment le mettre en place, je ne sais pas trop, mais je trouve que cette histoire d'analyse des controverses, c'est très intéressant. Voilà. Merci pour ce partage. Alors, on va peut-être prendre une dernière question qui était... par ici, je crois. Voilà. En attendant que le micro lui arrive, je vais juste rappeler quelque chose que Edith Sylvestre dit. Elle a dit à Malraux, devant 930 collégiens et lycéens, elle a dit, c'est pas une question de est-ce qu'on se prend le mur, c'est une question de à quelle vitesse on se le prend aujourd'hui. Donc il faut arrêter avec le déni climatique et rentrer dans... C'est juste, on se prend le mur. Donc à quelle vitesse et voilà, faisons nos choix en fonction de ça. Shabnam, tu me fais une transition formidable. Je voulais vous parler d'un système à 2 vitesses. Donc on est dans un système dans lequel le changement climatique va beaucoup plus vite qu'on ne le croyait. J'ai commencé à m'intéresser au changement climatique en 1999. J'ai rencontré Jean-Marc Jancovici en l'an 2000. J'ai commencé mes premières conférences en l'an 2000 et j'ai enseigné ces choses-là à l'Université de Savoie pendant 12 ans. À l'époque, avec Jean-Marc, tout ce qui arrive, on l'avait prévu, mais on l'avait prévu pour 2030-2040. C'est arrivé en 2020. Donc le changement climatique va beaucoup plus vite qu'on ne croyait qu'il irait. Et l'autre système de vitesse, c'est le système de vitesse de changement de comportement. On a 4 leviers, peut-être 5 dans les changements de comportement. Le changement familial de nos proches. Et là, je rejoins Shabnam à fond la caisse quand elle dit il faut le rendre heureux, désirable, avec des nouveaux récits, et pas seulement je vais me priver de ceci, je vais me priver de cela. Il y a le changement vis-à-vis de ses proches, les amis, l'entourage. Ensuite, il y a le changement vis-à-vis des amis de l'activité professionnelle. Et puis, vous avez aussi les militants, mais en dernier ressort, vous avez les politiques. Et moi, c'est ce que je crains le plus, c'est que le changement n'est absolument pas fait chez eux. Et si vous avez le temps, je pourrais vous raconter une anecdote de ma tentative on ne l'a plus. Ma tentative de formation de François Bayrou. Si vous arrivez à synthétiser en 30 secondes, ce serait super. Je faisais des formations dans mon entreprise sur le changement climatique et sur le solaire. Et il y avait un gars du Modem qui était là. Il a alerté François Bayrou en disant je connais un prof dans le solaire. Et François Bayrou dit mais ça m'intéresse beaucoup, je voudrais qu'il vienne m'expliquer tout sur le solaire. Donc on est en 2006. Donc je vais à Paris expliquer tout sur le solaire à François Bayrou. Je fais une explication sur la stratégie française par rapport à la stratégie mondiale. Je déploie tout ce que je sais sur le sujet. Et à la fin de l'entretien, il me dit Monsieur Ricot, j'ai des chevaux chez moi et je voudrais avoir des clôtures électriques. Il paraît qu'on les fait solaires. Merci pour cette pointe d'humour pour finir cette partie d'échange. Alors, vient le temps de conclure.
Et j'aimerais que cette conclusion, on la construise collectivement, avec nos intervenants qui ont chacun des regards différents sur ce sujet qui, on voit, a suscité votre intérêt et en tout cas pas ignoré, dont les enjeux ne sont pas ignorés. Alors je vais vous mettre au défi d'apporter votre contribution à cette conclusion collective, à la co-construction de cette conclusion collective avec une phrase et de vous passer la parole pour avoir cette conclusion collective. Je vais vous parler d'Olivier Hamon qui a écrit sur la robustesse. Il y a le petit fascicule à 3,90 € de Gallimard que vous pouvez distribuer parce que c'est pas trop cher. J'en ai déjà acheté au moins une vingtaine d'exemplaires que je donne. Et vers la fin, il dit le levier de la robustesse, pour pouvoir l'activer, il y a 3 choses. Tisser les relations humaines, culture et éducation, comme disait monsieur. Et en fait, il nous faut tous devenir des tisseurs et que nous soutenons l'éducation et que nous soutenons le beau dans la culture pour nourrir nos imaginaires. Merci. Ouais, moi j'ai 3 mots. J'ai éducation, association et politique, parce que l'éducation et la culture, je pense que ça fait tout. L'association, parce que c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, il y a énormément d'associations dans tous les sujets qui existent. Et il y a toutes ces associations, elles ont besoin à chaque fois d'adhérents pour avoir de la crédibilité, pour faire des plaidoyers au niveau des pouvoirs publics. Et donc c'est vraiment important. Et le dernier mot, c'était politique, parce que je pense qu'on n'y croit plus, mais c'est le seul moment que ça pourra bouger. Moi j'ai trop la pression de finir, alors je viens dans le camp des témoins. Je suis désolé. Non, passer la blague, le mot politique, je voulais rebondir dessus. Les élus locaux ont longtemps été à la traîne sur les sujets, j'avais préparé, t'as vu, ont longtemps été à la traîne sur la communication proactive sur les sujets environnementaux, mais à force de subir et de se faire engueuler dans la rue, ils ont commencé à progresser, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ils bossent de plus en plus, ils s'appuient de plus en plus sur des scientifiques ou sur des experts, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'en mars 2026, il y a des élections municipales, et pour rebondir ce qu'on vient de dire, est-ce qu'on transformerait pas, ou est-ce que vous ne transformeriez pas chacun de vos conseils municipaux en lieu de débat apaisé entre vous, au service de votre commune, avant de vouloir aller plus haut? Voilà quelle était ma conclusion. Alors je dirais juste que, en lien avec notamment l'influence marketing, je pense qu'il faut vraiment réussir à être moins des consommateurs et plus des citoyens. Aujourd'hui, quand les politiques parlent des Français, ils parlent des consommateurs, de la croissance de notre pouvoir d'achat. Et je pense que c'est ça aussi qui nous emmène vers une société où finalement on vote beaucoup plus à travers ce qu'on achète qu'à travers nos votes de citoyens. Et c'est ce qu'entretiennent aussi les réseaux sociaux, les influenceurs, nous faire un peu oublier qu'on n'est pas que des gens qui achètent, mais aussi, on est aussi des gens qui peuvent avoir une voix et qui peuvent faire changer la société. Et on voit que l'engagement aujourd'hui, il est de moins en moins présent, notamment dans les associations de jeunes, concrètement, depuis le Covid notamment. Il y a de moins en moins de jeunes de ma génération qui s'engagent dans les associations parce qu'on a l'impression que liker ou partager sur les réseaux sociaux, ça suffit pour faire entendre notre voix ou pour faire avancer les choses. Donc je rejoindrai du coup ce qui s'est dit sur la question des politiques. Vraiment, il y a un enjeu à redevenir des citoyens, à reprendre aussi notre indépendance et même si c'est un peu antinomique avec mon travail, je pense qu'il y a aussi un enjeu de santé publique sur les réseaux sociaux. Il faut absolument qu'on y passe moins de temps concrètement. Alors moi, je n'y arrive pas du tout, je suis totalement accro à TikTok encore, mais il y a vraiment un enjeu à ce qu'on y passe moins de temps et qu'on recrée du lien dans la vraie vie, parce que notre vie virtuelle, notamment chez ma génération, la génération en dessous de moi, notre vie virtuelle, elle prend le pas sur notre vie réelle, et c'est ça qui crée cette dissonance, c'est ça qui crée aussi la polarisation de la société et le manque de lien justement entre nous. Merci.
Eh bien, rapidement, le sujet qui nous réunit, qui est celui de comment agir face au changement climatique, eh bien, pour moi, c'est une question fondamentale que j'ai envie d'aborder sous l'angle de la santé physique, de la santé mentale, de la santé sociale, et qu'il faut inscrire dans une perspective éducative, également d'éducation populaire, et clairement de santé publique, quoi, à nouveau. Voilà. Merci. Merci. Voilà le dur mot de la fin. Moi, j'ai envie de dire un mot, c'est confiance. Parce que c'est vrai que on a parlé d'information, de débat, de tout ça, de controverses. Je crois qu'en fait, la première chose, c'est de se dire, c'est faire confiance dans les scientifiques. Les scientifiques peuvent se tromper, mais il y a un acteur qu'on n'a pas beaucoup évoqué ce soir, c'est le GIEC. Et je crois qu'en réalité, si on doit débattre sur les choix qui doivent structurer notre avenir collectivement, et collectivement, j'entends même au-delà de la France, parce que c'est une problématique internationale, le changement climatique, eh bien, il faut déjà partir sur la confiance en ceux qui font les recherches, ceux qui rassemblent l'information, et ces informations sur la base desquelles, justement, et c'était l'objectif de création du GIEC initialement, sur la base desquelles on fixe des orientations politiques. Et je crois qu'en réalité, il faut remonter à cette source d'information-là et se dire que les scientifiques, on fait confiance en l'information qu'ils nous donnent, et sur la base de cette information, on agit, et on agit en ayant toutes les données du problème en tête, dans l'idée d'une transition écologique et d'une transition, pour rebondir et terminer, qui soit juste. Parce que la transition écologique, c'est certes environnementale, mais aussi de la justice sociale. Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Voilà. Merci beaucoup. Ce que j'entends, c'est le fait de reprendre nos droits, de choisir nos sources, de choisir ce qui nous influence, de choisir de redevenir ou de devenir acteur. Et je crois que des possibilités d'action, on en a entendu beaucoup ce soir. Donc, j'ai plus qu'à vous dire merci. Merci d'avoir été là et d'avoir nourri ce débat avec nos intervenants. Merci à vous six, avec vos regards croisés. Je pense que vous avez vraiment nourri le sujet. Je voulais également remercier l'Université Savoie-Mont-Blanc pour la co-organisation de cette soirée, avec notamment Claire, Caroline, Céline et Ludivine, nos témoins que j'ai déjà remerciés, et également au niveau du groupe local des Shifters, on a été toute une équipe derrière l'organisation de cette soirée. Un grand merci à tous, un grand merci aussi à Pascal Merle qui nous a... Pardon. Oh, pardon, je croyais que c'était sur la même slide. Donc là, vous avez des remerciements du groupe local des Shifters de Savoie, avec toute l'équipe qui a contribué à l'organisation de cette soirée. Un remerciement également à Pascal Merle, qui, si vous vous tournez, a capté graphiquement ce qui s'est dit ce soir. Donc vous pourrez y jeter un œil en sortant. Il est temps de conclure cette soirée. Bonne soirée et bonne information à tous.